Bonjour, aujourd'hui sur Rock'n'Roll, on va revenir sur l'affaire de la chloroquine et du Covid-19. L'idée de cette vidéo, c'est de faire le point sur la connaissance autour de la chloroquine et de ses dérivés et leur place dans le traitement du Covid-19. Substitut de la quinine, la chloroquine et de ses dérivés sont de très vieux médicaments utilisés depuis près de 70 ans, surtout pour leurs propriétés antipaludiques. L'hydroxychloroquine, commercialisée par Sanofi sous le nom de Plaquenil, est utilisée principalement pour le contrôle de certaines maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, mais elle a aussi de fait une activité antipaludique. Ces médicaments sont généralement bien tolérés, mais la dose thérapeutique, c'est-à-dire la dose à laquelle le médicament est efficace, est très proche de la dose toxique, ce qui le rend délicat à manipuler lorsqu'on va augmenter les dosages. La toxicité aiguë est surtout cardiovasculaire, on le verra plus tard. L'effet antiviral de la chloroquine et de ses dérivés a été montré à de nombreuses reprises dans le passé, contre la grippe, le virus du sida ou encore le SARS-CoV-1, l'agent de l'épidémie de SRAS de 2002. Pour chacun de ces virus, l'effet antiviral observé in vitro, c'est-à-dire sur des cellules en culture en laboratoire, n'a pas pu être confirmé in vivo, c'est-à-dire sur de véritables patients. Cette absence d'efficacité in vivo est surtout expliquée par l'impossibilité d'atteindre des doses de médicaments nécessaires à l'action antivirale sans exposer les patients à des effets indésirables, souvent beaucoup plus graves que le virus lui-même. Mais alors, le SARS-CoV-2 fait-il exception à la règle ? Juste avant de revoir l'état de la connaissance scientifique sur le sujet, il nous faut vous expliquer comment se passe la publication d'un article dans un journal scientifique. Concernant les études faites sur des patients avec des médicaments, la législation est très stricte. Il faut en premier lieu l'accord de plusieurs instances sur le protocole qui va être utilisé. L'ANSM pour valider l'utilisation du médicament, la CNIL pour la protection et l'utilisation des données personnelles, et il faut également l'accord d'un CPP, Comité de protection des personnes, qui va statuer sur le caractère éthique ou non d'un tel protocole. Une fois la validation du protocole acquise, les inclusions de patients peuvent commencer. C'est-à-dire qu'on va recruter des malades qui correspondent aux critères que l'on veut observer. Ces processus durent généralement au moins 1 an, mais pour des protocoles d'urgence comme l'étude européenne Discovery, les délais peuvent être raccourcis à quelques semaines. S'ensuit une phase de récupération des données, puis d'analyse de ces résultats. Une fois les résultats obtenus, il faut alors rédiger l'article scientifique pour le soumettre à une revue. La revue scientifique va alors examiner l'article et l'envoyer ou non en révision auprès d'un ou plusieurs experts du domaine qui vont alors valider le contenu scientifique et éventuellement suggérer des pistes d'amélioration, et c'est ce que l'on appelle la revue par les pairs. À l'issue de cette révision, il y a alors plusieurs possibilités. L'article peut être refusé par l'éditeur, il peut être demandé à l'auteur des précisions ou des modifications dans son protocole et ou de répondre à un certain nombre de commentaires et de questions. L'article va pouvoir alors être resoumis et à nouveau révisé, la plupart du temps par les mêmes experts, afin de valider son nouveau contenu scientifique. Ou il peut être accepté en l'état. Il existe un système de classement des revues selon leurs exigences en termes de niveau de publication et selon leur prestige. Ce score est déterminé en fonction du nombre d'articles publiés par la revue et du nombre de fois où ils seront ensuite cités dans d'autres articles. On appelle ce score le facteur d'impact ou impact factor. Ainsi, il existe des revues extrêmement prestigieuses comme Nature, Science ou encore dans le domaine médical, le New England Journal of Medicine, le Lancet ou le JAMA. A contrario, d'autres revues sont beaucoup plus confidentielles, comme Néphrologie et Thérapeutique, et certaines n'ont même pas d'impact factor, comme Annales de cardiologie et d'angéologie. Comme dans toute presse qui se respecte, connaître les membres de la direction éditoriale peut être un levier important pour publier dans ces revues, et même les plus prestigieuses. Tout commence avec cette publication dans Nature Medicine qui nous expose que la chloroquine et d'autres molécules comme le remdesivir ont une action antivirale in vitro contre le SARS-CoV-2. L'histoire se répète donc, ce médicament a bien une action antivirale in vitro contre l'agent du Covid-19. Une étude chinoise met alors le feu aux poudres.
Publiée dans la revue Bioscience Trends, elle suggère l'efficacité de la chloroquine sur une centaine de patients chinois, mais aucun résultat fiable n'est proposé dans cette étude. Il n'y a pas de détails concernant la cohorte de patients, pas de tableau, pas de figure, pas de statistiques, pas grand-chose quoi. C'est là que notre fameux microbiologiste marseillais entre en scène. Il défend avec ferveur l'utilisation de la chloroquine en se basant sur les données in vitro et très préliminaires des résultats chinois. Il affirme alors avec fermeté que ce traitement est efficace. De plus, à la différence du Remdesivir, un traitement onéreux à la disponibilité limitée développé par le laboratoire Gilead, initialement pour le traitement du virus Ebola, la chloroquine et ses dérivés sont disponibles tout de suite en grande quantité et pour pas cher, ce qui en font des molécules très intéressantes. Il lance alors une première étude que nous allons regarder un tout petit peu plus en détail. Tout d'abord, signalons que cette première étude de l'équipe marseillaise a été publiée dans le International Journal of Antimicrobial Agents, dont l'éditeur associé travaille à l'IHU Méditerranée Infection de Marseille. Elle expose les résultats de 3 groupes de patients, un premier non traité et les 2 suivants traités respectivement par hydroxychloroquine et une association d'hydroxychloroquine-azithromycine. Ces 2 groupes, et plus particulièrement le groupe traité par hydroxychloroquine-azithromycine, sont présentés dans l'étude comme ayant drastiquement réduit le portage du virus testé par PCR en comparaison avec le groupe contrôle. Mais il y a plusieurs problèmes dans cette étude. Premièrement, le groupe contrôle n'a pas les mêmes caractéristiques que les 2 autres. Les patients ne sont pas suivis à Marseille, mais à Nice, la moyenne d'âge est différente et leur état de santé initial aussi. Deuxièmement, des patients traités ont disparu des groupes et étonnamment, ce sont ceux qui ont évolué défavorablement. Ils ont été soit hospitalisés en soins intensifs ou en réanimation, ou ils sont décédés. Ensuite, le critère de négativation de la PCR est discutable quand on en connaît les performances. Regardez notre vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Enfin, le timing de l'étude est assez troublant. En effet, il est noté que l'étude a été acceptée le 5 mars par le comité d'éthique de l'IHU. Elle a donc pu commencer le 6 mars et devait durer 14 jours pour chaque patient, soit des résultats pas avant le 20 mars. Or, cette étude est sortie le 17 mars dans le journal, saluant au passage la rapidité avec laquelle la révision a été menée par l'équipe éditoriale. Ou pas. Il y a donc une suspicion d'inclusion de patients avant même que l'autorisation officielle ait été donnée. Cependant, les résultats sont présentés comme encourageants et il est donc demandé à l'IHU, comme à toute la communauté scientifique, de se saisir du sujet et de faire de véritables études ayant une validité scientifique importante pour pouvoir généraliser le traitement. Ces études sont appelées les études randomisées contrôlées en double aveugle et si possible contre placebo. L'idée est de tester dans 2 groupes aux caractéristiques équivalentes, c'est ce que l'on appelle la randomisation, un médicament contre rien, qui peut être un placebo, et dont ni le médecin ni le patient ne savent s'ils distribuent et prennent le traitement ou le placebo. C'est ce que l'on appelle le double aveugle. La nécessité d'un groupe contrôle est primordiale pour affirmer l'efficacité d'un médicament. Vous allez le voir avec 2 exemples concernant des concurrents de l'hydroxychloroquine pour traiter la Covid-19. Dans l'étude de l'équipe de KO sortie dans le New England Journal of Medicine, le lopinavir-ritonavir n'a pas d'efficacité dans le traitement du Covid-19. Mais si l'on regarde la courbe de disparition virale dans le groupe traité par lopinavir-ritonavir sans tenir compte du groupe contrôle, on pourrait se dire que ce traitement permet la négativation rapide de la PCR. Mais lorsqu'on rajoute le groupe contrôle, on se rend très vite compte que le traitement ne sert à rien et qu'il s'agit là de l'évolution naturelle de l'infection. Même constat avec le Remdesivir dans cette étude publiée dans le Lancet. On voit bien que le Remdesivir permet lui aussi une diminution de la charge virale quand on ne regarde pas le groupe contrôle, mais par contre quand on rajoute celui-ci, eh bien comme pour le lopinavir-ritonavir, l'évolution naturelle de la maladie est la même dans les 2 groupes, quel que soit le traitement. Revenons à notre IHU marseillaise qui va nous proposer 2 autres études pour appuyer leur hypothèse d'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Une première sur 80 patients ayant bénéficié de l'association hydroxychloroquine-azithromycine est publiée dans Travel Medicine and Infectious Disease, dont encore une fois un membre de l'IHU est éditeur associé. Ici, il n'y a malheureusement pas de groupe contrôle. Il est cependant dit que la charge virale se négative la plupart du temps à J9, c'est-à-dire au 9e jour du traitement. Revenons juste un instant sur ce résultat. Connaissant le taux de faux négatif de la PCR qui est de 30%,
À chaque test PCR, j'ai donc 3 chances sur 10 d'être négatif même si je suis porteur du virus. Donc, dans l'hypothèse où je teste 100 patients qui ont le SARS-CoV-2, j'aurai déjà 30 négatifs dès J1 à cause de la performance du test. Si je répète le test le lendemain sur les patients restants, les 70, à J2, j'aurai donc 21 négatifs, juste à cause du test. À J3, sur les 49 restants, 15 seront négatifs, et ainsi de suite. Du coup, rien qu'à cause des performances du test, avec cette stratégie, j'arriverai de toute façon au chiffre de 94% de tests négatifs à J9. Quand bien même, tous les patients auront toujours le virus. L'autre étude positive de l'IHU porte sur 1 millier de malades traités par hydroxychloroquine, azithromycine, publiée elle aussi dans Travel Medicine and Infectious Disease. Malgré un effectif large, cette fois-ci, il manque toujours un groupe contrôle, donc pas de résultats fiables à en tirer. Les preuves avancées par l'IHU sont donc assez discutables sur le plan scientifique et méthodologique, ce qui explique aussi en grande partie pourquoi elles n'ont pas fait l'objet de publications dans des revues plus prestigieuses. Pour y voir plus clair, résumons la situation. Nous avons 18 études disponibles sur le sujet, dont 5 sont randomisées avec un groupe contrôle et 13 sont simplement observationnelles, c'est-à-dire que l'on a pris les patients tels qu'ils avaient été traités sans qu'on ait appliqué un quelconque protocole. Ces études ont donc une validité scientifique moindre car elles sont sujettes à de nombreux biais empêchant de recommander des médicaments de façon fiable. Sur les 5 études randomisées, 3 ne montrent aucune efficacité de l'hydroxychloroquine et 2 de celles-ci sont publiées dans des grandes revues, respectivement dans le BMJ et le JAMA. Ces études sont cependant de faible effectif et leurs conclusions sont de ce fait à nuancer. Parmi les études observationnelles, 9 sont en défaveur de l'utilisation du traitement, que ce soit hydroxychloroquine ou l'association hydroxychloroquine-azithromycine, et 5 sont donc en sa faveur. Parmi ces 5, on retrouve 2 des publications de l'IHU dont on a vu tout à l'heure qu'elles n'étaient que peu fiables, et une étude brésilienne avec des patients en télémédecine dont le diagnostic de Covid-19 n'était même pas sûr et certain. Une étude observationnelle américaine publiée dans le New England Journal of Medicine a utilisé une méthode statistique permettant de mimer la randomisation, faisant d'elle la plus robuste des études observationnelles sur le sujet. Elle est négative. Il y a donc 12 études négatives sur les 18 disponibles à l'heure actuelle, dont 7 sont publiées dans des journaux avec un impact factor supérieur à 20. Dans les études positives, seules celles de l'IHU ont été publiées dans les conditions que vous connaissez maintenant. De nombreuses personnes ont souligné avec insistance la bonne tolérance historique du traitement par hydroxychloroquine, réfutant en bloc l'argument avancé par la communauté scientifique du risque réel d'effets indésirables, risque encore accru en cas d'automédication. Comme on l'a expliqué en début de vidéo, malgré sa marge thérapeutique assez étroite, la chloroquine et ses dérivés sont plutôt bien tolérés quand ils sont prescrits pour le paludisme ou le traitement des maladies auto-immunes. Le problème est cependant bien différent dans le cadre du Covid-19. En effet, d'un côté, il faut augmenter les doses pour atteindre l'efficacité antivirale de l'hydroxychloroquine. Les doses habituelles sont insuffisantes. D'un autre côté, nous savons que le Covid-19 présente, entre autres, une atteinte cardiaque, rendant les patients plus vulnérables aux effets secondaires sur cet organe. Nous avons donc là un cadre de prescription tout à fait différent du patient en pleine santé à qui on va prescrire de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine en prévision du paludisme pour ses vacances en Afrique. Dans les faits, la NSM a alerté sur de nombreux cas d'effets indésirables graves dus à l'utilisation de ce traitement dans le cadre du Covid-19. La Suède, pour les mêmes raisons, l'a complètement retiré de ses protocoles, tout comme une grande partie des hôpitaux américains. Récemment, 2 publications dans le JAMA Cardiology ont confirmé la toxicité cardiaque préoccupante de l'hydroxychloroquine, principalement dans son association avec l'azithromycine. Au vu des preuves scientifiques actuelles, il semble que l'hydroxychloroquine ne fonctionne tout simplement pas in vivo, comme c'était déjà le cas avec les autres virus. De plus, ce traitement semble présenter une toxicité plus importante dans le cadre de sa prescription chez les malades atteints du Covid-19, et ce surtout sur le plan cardiaque. Durant le montage de cette vidéo est sortie une étude dans le prestigieux journal Lancet regardant le devenir de près de 100 000 patients dans 600 hôpitaux autour du monde.
Dans cette étude observationnelle, les auteurs n'étaient pas en capacité de conclure sur l'efficacité de la chloroquine ou de ses dérivés avec ou sans association avec l'azithromycine sur l'amélioration du pronostic des patients. Par contre, la prescription de chloroquine, d'hydroxychloroquine ou d'hydroxychloroquine et d'azithromycine était associée à un risque de surmortalité important et à des effets secondaires cardiaques graves plus fréquents avec ces traitements. Donc, ce n'est pas parce qu'on y croit que ça marche, ce n'est pas parce qu'on en prescrit que ça marche, et ce n'est pas parce que le président des États-Unis le dit que ça marche. You are fake news. Nous aimerions bien évidemment trouver un traitement efficace et peu toxique contre ce virus, mais pour l'instant, nous n'avons malheureusement aucun. Faisons confiance dans l'excellence scientifique et surtout regardons les faits et non les effets de manche de certains, aussi grands spécialistes qu'ils soient. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur cette histoire de chloroquine. À bientôt et d'ici là, restez connectés, keep on healing, keep on rocking.